Les principaux processus de formation des roches sédimentaires. Donc ces processus de formation des roches sédimentaires, c'est l'altération et l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. L'altération et l'érosion permettent la mobilisation de sédiments. Ces sédiments sont constitués par des particules solides de taille variable. Et ils sont constitués aussi par des éléments en solution qui partent avec l'agent de transport qui est souvent l'eau. Donc l'eau est un agent principal d'altération et d'érosion. Et l'altération et l'érosion vont mobiliser des particules solides et va mobiliser aussi des éléments en solution dans l'eau. Donc ces particules solides et les éléments dissoutes vont subir un transport. Ils sont transportés depuis le lieu de leur formation vers un bassin de sédimentation. Vers un bassin de sédimentation où ils subissent la sédimentation. Lorsqu'ils subissent la sédimentation, ils se déposent et après ils vont se consolider en roches dures, compactes, par la diagenèse. Donc, le processus de formation des roches sédimentaires, c'est l'altération, l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse, qui aboutissent à une roche sédimentaire. L'altération et l'érosion de particules solides issues de la Terre constitue ce qu'on appelle la fraction terrigène. Donc les particules solides qui se forment dans le continent, sur la Terre, est appelée fraction terrigène. Donc ce sont des particules solides de taille très différente qui vont être transportées par un agent de transport et arriver jusqu'au bassin de sédimentation. Donc ces particules qui proviennent d'un milieu autre que le bassin de sédimentation, il vient d'un autre milieu, il appartient à la fraction allochimique. Donc la fraction allochimique, elle est constituée par les particules sédimentaires altérées et érodées dans un milieu autre que le milieu de sédimentation et transportées vers le bassin de sédimentation. Donc ils subissent généralement un long transport. Par contre, les éléments en solution vont subir une précipitation chimique ou bien ils sont fixés par le squelette des organismes vivant dans le bassin de sédimentation et ils vont précipiter dans le bassin de sédimentation. Donc, les particules qui subissent une précipitation chimique ou bien qui sont fixées par les T et les
ils sont fixés par les T ou bien les cookies des organismes, vont se déposer dans le bassin de sédimentation. Donc ces particules sont formées au sein du bassin de sédimentation. Il appartient à la fraction orthochimique. Ou bien, donc vous avez ici la fraction allochimique, il vient de l'extérieur du bassin de sédimentation, il subit un lent transport. Donc la fraction allochimique est formée par des éléments issus de l'altération et de l'érosion des roches et acheminée par le transport dans un bassin sédimentaire. La fraction orthochimique, donc vous avez des éléments qui sont néoformés dans un bassin de sédimentation. Donc ils sont nouvellement formés dans le bassin de sédimentation. Ils sont néoformés. Néoformés par précipitation chimique. Ou bien par fixation aussi par les T et les coquilles de certains organismes. Donc ils sont formés sur place. La fraction orthochimique, elle est formée dans le bassin de sédimentation et ne subit pas un transport important. Donc on va voir maintenant chaque processus en détail. Et on va commencer par le premier processus, c'est l'altération. Et dans l'altération, on va distinguer l'altération chimique et l'altération physique. Et on commencera par l'altération physique. Donc ici, dans ce schéma, vous avez l'altération en général, c'est-à-dire l'altération physique, chimique et même biologique. Donc l'altération regroupe l'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques. Donc on va distinguer l'altération physique, l'altération chimique et l'altération biologique. L'altération en général, il va transformer une roche qui est saine en des produits de décomposition. Ces produits de décomposition, ce sont des grains solides. Ici, vous avez des grains solides. Ils transforment une roche saine qui est décomposée en grains solides de différentes tailles. Et elle est décomposée aussi en ions en solution. Les ions en solution, vous ne les voyez pas ici, ils ont été dissoutes dans l'eau et transportées par l'eau. Donc vous avez ici une roche constituée de quartz, feldspath et mica. La roche qui contient du quartz, feldspath et mica, c'est un granit. Vous voyez que ce granit n'est pas altéré, elle est constituée par des minéraux engrenés, soudés les uns aux autres. Vous avez donc des grains qui sont soudés les uns aux autres. Lorsque ce granit sain, on parle de granit sain lorsqu'il n'est pas altéré, lorsque ce granit sain subit l'altération, lorsqu'il se transforme en granit altéré, on voit que ce granit devient friable. Il devient friable, c'est-à-dire que si on le frotte avec la main, certains grains vont se détacher. Donc la roche, elle est friable et vous aurez des minéraux qui sont saillants. Donc vous aurez des minéraux saillants déchaussés.
Donc des minéraux qui sont saillants, lorsque vous allez toucher ce granit, il va apparaître rugueux. Vous aurez des grains qui sont saillants. Et vous avez un détachement de certains grains qui se détachent facilement. Lorsque l'altération est plus poussée, le granit sain se transforme en un sable. Vous avez ici un sable, il se transforme en sable, ce qu'on appelle une arène granitique ou sable granitique. Donc arène, ça veut dire sable. Donc vous avez ici un sable granitique. Donc dans ce sable granitique, on trouve des grains de quartz. Si on observe ici, on va trouver des grains de quartz. Ça veut dire que le quartz n'a pas subi d'altération. Et on trouve ici des feldspaths qui sont altérés et des paillettes d'argile. Donc, ce qui fait qu'on a du quartz et des feldspaths altérés, les micas disparaissent. Et à la place des micas, on trouve des argiles. Donc, vous avez ici, on peut trouver aussi des fragments de roches altérées. On reconnaît ici des fragments, des petits fragments de granit. Donc, l'altération va transformer une roche saine en grains solides de différentes tailles. On va transformer ce granit en sable, en arène granitique, en une arène granitique. Donc l'altération, il va toucher une roche mère. Donc une roche mère affectée par l'altération va donner des grains, solides. Une roche, je répète, une roche mère qui subit l'altération va donner des grains solides. Il va donner des ions solubles qui sont transportés par l'eau. Et il reste un dépôt résiduel qui reste sur place. Donc si vous avez une roche mère, cette roche mère, ça peut être une roche magmatique, métamorphique, ou même une roche sédimentaire consolidée. Lorsqu'il subit l'altération, cette roche mère, elle est décomposée en grains solides. Ces grains solides sont mobilisés par l'érosion. Et cette même roche, elle est lessivée par l'eau. Donc l'eau va dissoudre certains éléments, il va altérer certains éléments, il va emporter des ions en solution. Et il reste une partie qui reste sur place, ce sont les dépôts résiduels. Maintenant, on va voir l'altération physique. On va voir surtout les facteurs
qui facilite cette altération physique. L'altération physique des roches, on l'appelle aussi la désagrégation physique ou bien la désagrégation mécanique des roches. Donc la désagrégation mécanique des roches, elle est facilitée par l'existence dans la roche de zones de faiblesse. Donc les roches contiennent des zones de faiblesse, des discontinuités et des plans de faiblesse. Ces zones de faiblesse, ce sont les joints sédimentaires. Les joints sédimentaires, lorsque vous avez des calcaires, les calcaires sont constitués par des bancs. Entre deux bancs successifs, vous avez une surface, un joint, c'est ce qu'on appelle les joints sédimentaires. Donc c'est une zone de faiblesse. Dans l'affleurement, dans les roches, on peut observer des failles. Ce sont de grandes cassures, de taille variable, mais généralement très grandes, et vous avez un déplacement de part et d'autre de ces failles. Une autre zone de faiblesse, c'est les diaclases. Diaclases, ce sont des discontinuités, des cassures, mais vous n'avez pas de déplacement de part et d'autre de ces cassures. Et dans les roches, vous avez des minéraux. Et à l'intérieur des minéraux, on peut trouver aussi des zones de faiblesse. Ce sont les clivages des minéraux. Donc les zones de faiblesse qu'on trouve dans les roches, ou dans l'affleurement de roches, sont des zones de faiblesse. Un autre facteur qui facilite la désagrégation physique des roches, c'est la présence de l'eau. Et on va voir comment. Vous avez aussi les grandes variations de température. Donc les faiblesses qu'on trouve dans les roches, ou dans les affleurements de roches, la présence de l'eau et les variations de température facilitent la désagrégation physique ou bien la désagrégation mécanique des roches. Donc toujours dans l'altération physique, on a vu que les grandes variations de température facilitent l'altération et la désagrégation mécanique des roches. Donc ici vous avez des roches observées dans un désert. Dans le désert, vous avez le jour il fait très chaud, la nuit il fait très froid. Vous avez des écarts de température très importants. Une roche, c'est un solide. Un solide, lorsqu'il est sous une forte température, il va se dilater. Lorsque la température diminue, il va se rétracter. Donc il va diminuer de volume. Donc l'alternance de périodes courtes, chaudes et froides va entraîner la dilatation et la contraction de la roche. Et au sein de la roche, vous avez des minéraux variés qui présentent des dilatations et des contractions différentielles. Donc les minéraux ne se dilatent pas et ne se réfractent pas de la même façon. Certains se dilatent plus que les autres. Donc cette dilatation et contraction différentielle des minéraux
va entraîner la fragmentation de la roche. Donc les variations de température vont entraîner la fragmentation de la roche. C'est ce qu'on appelle la thermoclastie. Donc clastie, c'est la fragmentation par les variations de température. Thermo, hein, pour se souvenir, pour mémoriser ça. Thermo, c'est la température, clastie, c'est la fragmentation. Donc c'est la fragmentation de la roche par les variations brusques de température. Vous avez ici de la glace. Et vous avez une roche. Et dans cette roche, vous avez des bancs. Vous avez des bancs ici, plusieurs bancs. Et ici, ce sont les joints entre les bancs. Les joints entre les bancs, c'est une zone de faiblesse. Ici aussi, vous avez des diaclases. Donc ce sont des fractures, hein, sans déplacement de part et d'autre de la fracture. Donc l'eau, lorsqu'il tombe sur cette roche-là, les eaux de pluie et l'eau, donc il va remplir ces joints, ces fissures. Lorsque cette eau va geler, lorsqu'il se transforme en glace, l'eau il augmente de volume. L'eau en gelant augmente de volume. Une augmentation de 9 à 10% de son volume. Donc lorsqu'il augmente de volume, il va écarter ses joints, ses diaclases et ses fissures. Donc l'eau en gelant augmente son volume et agit comme un coin qui va élargir les fractures. Donc si vous mettez une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, lorsque l'eau se transforme en glace, la bouteille va se casser parce qu'il y a une augmentation du volume d'eau. Donc la même chose se passe pour les roches. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la cryoclastie ou gélifraction. Donc l'alternance de gel et de dégel va favoriser la cryoclastie. Le gel et le dégel des roches, de l'eau qui se trouve dans les roches, va favoriser l'altération physique et la fragmentation de la roche. Vous voyez que la roche, elle est fragmentée en morceaux plus petits. Donc cette fragmentation, elle est liée au gel et au dégel de la roche, l'alternance de gel et de gel. Le gel, c'est la transformation de l'eau en glace. Le dégel, c'est la transformation de la glace en eau. Donc ici, vous avez des fissures. Donc dans ces fissures, il y a cristallisation de sel. Il y a cristallisation de sel. Et lorsqu'il y a cristallisation de sel, cette cristallisation va élargir les fissures des roches. Donc si vous avez des fissures dans la roche, et dans ces fissures vous avez cristallisation de sel, ça va élargir les fissures des roches. Il va donner une alloclastie. Allo c'est sel, donc c'est la fragmentation par les sels de la roche.
Donc, la désagrégation physique des roches, ou bien la désagrégation mécanique des roches, elle est facilitée par les zones de faiblesse de la roche et par la présence de l'eau et par les grandes variations de température. Donc les variations de température donnent la thermoclastie. Le gel et le dégel va donner la cryoclastie. Et la cristallisation de sel et de minéraux évaporiques donne l'alloclastie. Donc on passe maintenant à l'altération chimique. On a vu l'altération physique. On va voir maintenant l'altération chimique. Donc l'altération chimique, il va entraîner une dissolution totale de la roche ou bien une dissolution partielle de la roche. Lorsque la dissolution est partielle, ça veut dire qu'il reste une partie qui n'est pas dissoute. Vous avez un résidu. Le facteur principal de l'altération chimique est l'eau. C'est la molécule d'eau composée d'une molécule d'oxygène et de 2 molécules d'hydrogène. Donc cette molécule d'eau contient l'oxygène et 2 molécules d'hydrogène, se comporte comme un dipôle. Vous avez un dipôle. Donc un côté, il est négatif. Du côté de l'oxygène, vous aurez un pôle qui est négatif. Et du côté des molécules d'hydrogène, vous avez un pôle positif. Donc une molécule d'eau se comporte comme un dipôle. Une partie, elle est positive, l'autre partie, elle est négative. Et ça donne des forces d'attraction. Ces forces d'attraction électrique qu'on appelle potentiel ionique. Donc ce potentiel ionique, donc ce dipôle, il va agir sur les ions contenus dans les minéraux. Et selon ce potentiel ionique, ça va déterminer la solubilité des ions contenus dans le minéral et ça va agir sur l'altérabilité du minéral. Donc les roches sont constituées de minéraux. Ces minéraux contiennent des ions et ces ions vont être solubles et ils sont solubles parce que la molécule d'eau est un dipôle qui va agir sur ces ions. Un autre facteur, c'est la composition de l'eau en CO2. Si l'eau est chargée en CO2, il va se comporter comme un acide faible. Donc le potentiel ionique, c'est une force qui est représentée par le rapport la charge ionique sur le rayon ionique. Donc vous avez ici, on a représenté différents ions dans ce diagramme-là. Donc ici, dans l'axe des X, vous avez le rayon ionique. Et dans l'axe des X, vous avez la charge. Et dans l'axe des Y, vous avez le rayon ionique. Donc vous avez ici le potentiel ionique qui est représenté dans ce diagramme qu'on appelle le diagramme de Goldschmidt, qu'on va voir dans la prochaine vidéo.